Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Alexandre, Mark Carney nous promet une transition rapide et efficace. Il a déjà choisi son chef de cabinet. Là, il reste à voir quand est-ce qu'il va être vraiment assermenté comme premier ministre. Ça n'a pas été annoncé hier Non, encore. ça n'a pas encore été annoncé. Est-ce que ce sera mercredi, jeudi? D'ici la fin de la semaine, ça devrait être réglé. Et il y a toute une fenêtre électorale. Est-ce que ce serait le déclenchement dimanche? Je te dirais que de plus en plus, on parle du 23, du 23 mars pour un jour de vote, soit le 28 avril ou le 5 mai prochain. Mais tu faisais référence... Je voyais sur les réseaux sociaux des gens qui faisaient un débat en disant que il étirait son mandat, puis c'était... Restons calmes, on parle de 7 jours. Le mandat court versus le mandat long, là, c'est entre 7 jours ou 14 jours. On compte en jours quand même, on compte pas en mois ou en années. Là. Non. Et tu parlais du nouveau chef de cabinet de M. Carney, Marco Mendicino, ancien ministre de la Sécurité publique, qui avait quitté vraiment dans la controverse. Alors ça a fait réagir quand même hier. Maintenant, M. Carney et M. Trudeau se sont parlé, ont eu une longue discussion sur la relation du Canada et des États-Unis, la sécurité nationale, toute la passation des pouvoirs également. Et là, il y a eu toute la question aussi de qui sera dans son nouveau Conseil des ministres. Un nouveau Conseil des ministres minceur, là, on couperait vraiment le nombre de membres de ministres. Et selon ce que nous rapporte le Globe and Mail ce matin, il y en a qui conserveraient leurs fonctions. Ce serait le cas de Dominique Leblanc aux finances, de Mélanie Joly aux affaires étrangères et de David McGuinty à la sécurité publique. Et là, il y a toute la pression des oppositions sur les finances de M. Carney et les avoirs de M. Carney. On veut là, de la transparence, on veut avoir un bilan. Et l'équipe, et c'est Radio-Canada qui nous mentionnait ça au cours des dernières heures, l'équipe Carney a déclaré là, qu'il avait déjà cédé tous ses actifs dans une fiducie sans droit de regard, à l'exception de ses biens immobiliers, à l'exception de certaines liquidités. Il faut comprendre que la loi prévoit un délai de 4 mois pour le faire. Il l'aurait quand même déjà fait. On comprend de M. Carney qu'il a des placements très importants, là. Ben, probablement plus que nous trois ensemble. Oui, pas mal, oui. Et les conservateurs, en fait, demandent... C'est parce qu'il y a le fait de ne plus gérer lui-même ses actifs, ses portefeuilles d'actions et autres. Donc, de les mettre, ça, c'est fait dans une fiducie sans droit de regard. Mais ce que les conservateurs demandent, c'est la divulgation. Que le sous-entendu, si vous avez écouté Pierre Poilievre hier, c'est par exemple qu'il y aurait des intérêts aux États-Unis. Là. Donc, il pourrait y avoir en fait, que ces intérêts financiers pourraient être contraires à ceux du Canada. Ouais. Allons-y, d'ailleurs, tout de suite avec Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, suivi d'Yves-François Blanchet du Bloc québécois. M. Carney a vendu le Canada pour ses profits personnels. On n'a jamais eu un premier ministre aussi en conflit d'intérêts. On n'a jamais eu un premier ministre aussi compromis. M. Carney doit divulguer ses intérêts. Ah voilà, donc ça va être à suivre, mais c'est certain que c'est un premier obstacle là, qu'on veut mettre du côté de l'opposition sur son chemin. Justin Trudeau, lui, que j'ai bien aimé le texte de Guillaume Saint-Pierre ce matin là, dans le journal qui dit qu'il part comme il est arrivé là, en faisant du spectacle. Oui, et regardez cette photo si vous êtes à la télé avec nous. Et sinon, je vais vous la décrire à la radio. On voit M. Trudeau emporter avec lui sa fameuse chaise verte sur laquelle il s'assoyait en chambre. Et c'est une photo là, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et M. Trudeau a une grimace, là. Ben, une vraie grimace, là. Il tire la langue. Oui, non, c'est ça. Alors là... Comme un album de Kiss. Et le texte, et oui, c'est ça, oui, oui, exactement. Toi, c'est ça que t'as vu, c'est les gens de Kiss. Simmons dans Kiss. L'image est très, très bonne. Je sais pas si on est en mesure de la voir. Non, OK, non. Parfait. Alors, allez-y avec les images en tête que je vous ai décrites. Et effectivement, notre collègue dans le journal, il va un peu d'un retour en arrière où M. Trudeau racontait, que M. Trudeau aimait jouer un peu au cascadeur pour le plaisir d'épater un peu tout le monde en faisant des pitreries, en faisant là, vraiment des blagues. Alors, c'est un peu... Mais que M. Trudeau a toujours défendu l'idée qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Non, exactement. C'est juste que l'image, je sais pas, là, tu sais... que j'étais pas sûr. La grimace. Puis, la grimace, est bizarre. Ceci dit, il sort avec sa chaise. Rassurons tous les contribuables. Il l'a payé. Oui, il a payé. 2000. C'est un droit. Je savais pas, sincèrement. Non, c'est un droit qu'on fournit aux députés, ministres, premiers ministres qui quittent de racheter leur fauteuil. C'est assez cher, quoi.
Il fait pas un bon deal pour ce cochonnerie-là de chaise-là. Non, je pense pas. Qui n'a pas l'air confortable. Faut que ça fitte dans ton décor en plus. Oui, ça, c'est un bon point. Ça a plus une valeur sentimentale, j'ai l'impression, parce que j'aurais pas puis payé peut-être qu'un jour, ça pourrait être donné à un musée ou quelque chose comme ça. Puis là, il va avoir un crédit d'impôt pour son 2000. Mais pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, là, sur le plan du marché du meuble, il fait vraiment pas de bonne affaire, croyez-moi. Bon, Doug Ford hier qui a fait sa sortie très musclée, confirmant qu'il va surtaxer de 25%. Donc, c'est pas un tarif comme les autres. Là. Cette fois-ci, c'est une taxe à l'exportation. Différent de tout le... mais qui va le faire. Oui, 25%. Donc, sur l'électricité, ça touche principalement 3 États. Donc, l'État de New York, le Minnesota et le Michigan, un État industriel de la Rust Belt, la ceinture donc de on parle potentiellement d'1,5 million de ménages. Oui, effectivement. Et là, la grande question qu'on se pose, et de plus en plus, c'est est-ce que M. Legault au Québec va emboîter le pas? Il n'a pas l'intention de le faire, du moins pour l'instant, semble vouloir préserver les bonnes relations avec ses partenaires d'affaires new-yorkais notamment. On comprend que c'est pas le même contexte, le même type de contrat nécessairement entre l'Ontario qui l'Ontario n'a pas de contrat. Non, c'est ça. Alors, on va sur le marché. Ce qu'on appelle le marché spot. Là, et l'Ontario ne vend que ses surplus. Donc, sur le marché spot, ils vont quand ils ont des surplus puis ils vendent. Les experts disaient parfois avec peu de profit. Là. Fait que, tu sais, bon, le Québec est un fournisseur sous contrat, là. Donc, contractuellement, on s'est engagé auprès de gens à leur fournir de l'électricité à un prix fixé dans le contrat. Je pense que François Legault a eu la bonne réaction. On ne dit pas qu'on le fera jamais, mais c'est une mesure plus extrême à faire. Et ça veut dire à ce moment-là que tu respectes plus vraiment ton contrat. Ça, c'est un peu aussi ce qu'Yves-François Blanchet du Bloc québécois disait hier. Lui, il est contre ça, en disant que là, ça enverrait quel genre de message là, si on faisait ça. On paraîtrait pour un fournisseur qui est pas fiable du tout. On sait qu'il y a des gros contrats avec notamment le Massachusetts, l'État de New York. Juste l'État de New York, là, c'est un contrat d'exportation de 25 ans qui va entrer en fonction en 2026. Voici d'ailleurs le premier ministre François Legault. Petit contrat pour l'instant avec le Vermont. On doit respecter le contrat. Mais il y a des gros contrats qui s'en viennent avec le Massachusetts et avec New York. Et j'exclus rien. Même la possibilité, dans ces contrats-là, d'augmenter le prix. Évidemment, on n'est pas dans la même situation que l'Ontario. J'exclus pas non plus de mettre des tarifs sur l'exportation d'aluminium. Ouais, donc à suivre, mais c'est certain que, tu sais, sur le plan de l'image, là, ce que ça donne de Doug Ford, encore hier, il a redonné des entrevues à des médias américains. Comme on dit, ça fesse. Là. Ben oui, il a encore redit qu'il allait fermer le breaker au besoin. Puis la façon dont il dit, je sais pas, je serais curieux d'entendre les Américains comment ils reçoivent le message, mais qui en revient pas de faire ça, qui voulait pas faire ça, qui est dans la situation d'un ami et un allié qui nous attaque puis qui nous force à faire ça. Mais dans toutes ces phrases, il parle des États-Unis comme un ami et un allié d'hier, puis du côté incompréhensible là, que le Canada soit attaqué par Donald Trump. Donc c'est non, écoute, il fait le travail pas rien qu'un peu. Et on parlait de l'acier et de l'aluminium, faut pas oublier, là, c'est demain, le 12 mars, qu'en principe, ces tarifs-là, pas uniquement pour le Canada et le Mexique, là, mais le fameux 25% sur l'acier, sur l'aluminium. Est-ce que le président Trump va reculer aujourd'hui ou au contraire, est-ce qu'il ira de l'avant bel et bien avec ces tarifs-là mercredi? François Legault qui visitait là, d'ailleurs une usine à Terrebonne et là, il jonglait un peu, il réfléchissait un peu à voix haute en disant, s'il faut avoir un tarif à l'exportation pour faire mal à Trump, on le fera. Là. On sentait... Les propos de M. Legault étaient beaucoup plus dur, beaucoup plus incisif et convaincu sur l'acier, sur l'aluminium que sur l'électricité. Les marchés financiers américains qui avaient déjà perdu pas mal de valeur, là, qui avaient perdu une dizaine de pourcents la semaine passée, qui avait été une très mauvaise semaine. Là, hier, le lundi, début d'une nouvelle semaine, là, ça a dévissé encore davantage. Quelle claque. Dans le cas de la bourse de New York, c'est la pire journée en 2 ans. Le Dow Jones là, qui a relâché au-delà de 2%, 2,70% pour le S&P 500, moins 4 pour le Nasdaq, moins 1,53 pour le TSX. Maintenant, quand on regarde certaines actions plus précises,
Tesla, là, c'est un recul de 15 % hier. Oui, mais là, t'as un peu. 15 % dans la journée d'hier. Et là, on additionne. Mais qui avait perdu. Je veux dire, depuis son sommet, ils ont perdu 50 % L'action de Tesla a perdu la moitié de sa valeur en un mois, mettons. Oui, et quand on regarde, Tesla, là, 222 $ l'action hier. Ça était à 460. Oui, je dis 50 % c'est plus. Je pense qu'elle a touché 460, 470 $, puis là, elle est à 222, puis elle est encore en baisse ce matin. Là, donc, ça va être encore... Non, c'est pour Donald Trump, là, ses propos de la fin de semaine où il n'a pas exclu le risque d'une récession, puis même... parle de période de transition. J'aime pas ça me prononcer là-dessus. Mais son visage avait l'air inquiet. Oui. Lui qui est toujours confiant sur tout, puis qui en va promener tout le monde, puis qui est au-dessus de tout. Cette question de la journaliste sur est-ce qu'une récession est possible aux États-Unis, on l'a senti, il est devenu tout poli dans ses petits souliers, tout prudent. C'est une période de transition. Moi, je le regardais et je me disais, OK, lui, il y a eu un briefing de ses économistes là, qui est en train de provoquer une récession. Et elle va être dure pour lui politiquement parce que quand il y a une récession, le gouvernement essaie toujours de se positionner en victime en disant, mais là, regarde, la récession est mondiale, on est frappé par ça. Comme si le gouvernement n'a rien fait pour provoquer la récession, mais il est pogné pour vivre avec. Mais dans le cas de Trump, ça va être impossible à faire. Il a posé tellement de gestes, il a fait tellement de bruit, il a causé tellement de dérangements que tout le monde va se dire que c'est lui qui a généré la récession, c'est lui qui a créé la récession. Alors, j'ai l'impression qu'il va politiquement, il va la trouver dure et c'est peut-être ça qu'il est en train de prendre conscience. Il y a de l'inquiétude pour une usine dans les Laurentides. Oui, et la menace des tarifs là, de l'administration Trump, ça inquiète les travailleurs de l'usine Packard, c'est à Sainte-Thérèse. 1200 travailleurs de cette usine-là, c'est l'ancienne usine Kenworth. Ces travailleurs-là produisent, et c'est ce qu'on peut lire dans le journal ce matin, à chaque jour, 73 camions, des camions routiers de classe 7 là, de marque Peterbilt et Kenworth aussi. Et quand on regarde leur production, et c'est là que ça fait mal, là, c'est que 97 % de la production de cette usine-là, la seule de l'entreprise au Canada, trouve preneur aux États-Unis. Alors là, vous comprendrez que l'imposition annoncée de ces tarifs de 25 %... Mais imagine sur un camion, 25 %. Ça ferait hyper mal. Alors déjà, là, dans les heures suivant le début de l'application des tarifs la semaine dernière, il y a des livraisons américaines qui ont dû être interrompues. Alors, énormément d'incertitudes là, pour ces quelques 1200 travailleurs de la Rive-Nord. L'Ukraine qui va présenter un plan de cessez-le-feu. En fait, hier et aujourd'hui, le président Zelensky est en Arabie Saoudite. Et c'est pour parler là, ça vise vraiment à définir là, un cadre pour un accord de paix, pour un cessez-le-feu. Et c'est la première fois qu'il y a des délégations américaines et ukrainiennes qui se parlent depuis l'altercation, souvenez-vous, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche entre le président Zelensky et Donald Trump. Alors, depuis ce fiasco diplomatique-là, on sait ce que les États-Unis ont fait. Ils ont cessé l'aide militaire, le partage de renseignements. Alors, hier soir, le secrétaire d'État américain Marco Rubio aussi est arrivé sur place et lui, il a déclaré qu'il avait bon espoir que la suspension de l'aide militaire américaine soit résolue. Alors, est-ce que les prochaines heures permettront là, un rapprochement? En tout cas, on a bien hâte de voir le plan pour le cessez-le-feu présenté. Il y a eu une passe d'armes là-dessus sur les réseaux sociaux hier. C'est un ancien astronaute, le Mark Kelly, qui est sénateur maintenant en Arizona, est allé en Ukraine. Et il a écrit sur les réseaux sociaux, très poliment, à l'administration Trump, je viens de visiter l'Ukraine, j'ai vu ce qui s'y passe, il faudrait qu'on ait une discussion sur notre stratégie. Bon, évidemment, un sous-entendu, là, un reproche, mais poli, là, à Trump, que là, on n'est pas sur la bonne voie, puis que lui, il s'est rendu à l'Ukraine, puis il a constaté les choses. Et la réponse d'Elon Musk, j'ai pas vu de réponse de Donald Trump, mais la réponse d'Elon Musk, c'est traitor, traître. Ah, ça donne le ton, hein? Là. Là, tu dis, OK, pourquoi il est traître? D'abord, je pense que c'est un patriote américain, c'est un héros américain, 1. 2, traître. Traître parce qu'il est allé visiter l'Ukraine, parce qu'il est allé voir sur le terrain ce qui se passe, parce qu'il pense pas comme eux autres. Il les confronte même pas. Là. Il soulève la question qu'il faudra avoir une discussion sur la stratégie américaine. Ça donne un peu l'idée que, tu sais, l'espèce de croix ou meurt, là, t'es de notre bord ou t'es contre nous. Tu dis mot à mot la même chose que nous, sinon t'es un traître. Femme de l'année selon Billboard. On parlait de cet artiste-là la semaine passée, puis vous avez découvert cette chanson complètement virale qui s'appelle Anxiety. C'est la rappeuse Doechii qui sera nommée Femme de l'année 2025 par Billboard.
Je vais pas être caché de party, mais j'adore sa musique, mais on est le 11 mars. Oui. Il n'est pas un peu tôt pour décréter la personne de l'année. Ben oui, mais j'imagine... Mettons qu'une chanteuse, je sais pas, mais sort le hit du siècle au mois de mai, là, Trop il est tard. trop tard. Bon, OK. Mais c'est parce que... Je me soumets. Mais On fait ça en début d'année. Ouais. Ben là, on est dans la période des galas, là. Fait que c'est pour le Billboard Woman in Music Awards. C'est le 29 mars. Il y a une cérémonie pour ça. Fait que c'est pour ça qu'il la dévoile tout de suite. Elle a 26 ans quand même. Ça la place aux côtés de Taylor Swift, SZA, Lady Gaga, des femmes qui ont déjà été nommées. Le penchant canadien l'année passée, c'était Charlotte Cardin qui avait été nommée femme de l'année canadienne selon Billboard. Cette chanson-là est complètement virale, là. Tout le monde sur les réseaux sociaux fait l'espèce de chorégraphie qu'on peut pas vous montrer ce matin à la télé, mais c'est les espèces d'épaules que tu brasses vers l'avant, que tu brasses vers l'arrière. Tu danses ça à deux. Puis il y a plusieurs personnalités aux États-Unis sur les plateaux de télé qui l'ont fait. C'est des millions de vues sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un buzz TikTok comme celle-là. Donc c'est le 29 mars qu'elle aura sa couronne à 26 ans quand même. Puis on sait qu'elle va être en spectacle à Osheaga. Entre autres, Doeshi fait partie de la programmation. J'ai hâte de voir sa carrière parce que je trouve qu'elle est jeune pour avoir autant de succès. Mais c'est bon ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre académie? Là, il y a peut-être des gens qui ont paniqué hier de ne pas voir Star Academy à la télé. Dont moi. Il y avait la fuite de gaz qu'on a vu, qui rapidement on nous a tenus informés, mais il y a eu une fuite de gaz à l'Académie. Les gens ont dû quitter. Parce qu'ils sont dans une espèce de gros bâtiment industriel. Ouais. Là. Ils se sont fait un loft là-dedans. Avec exact. Puis la régie est juste en dessous. Fait que c'est là qu'ils montent les émissions. Donc, tout le monde a dû quitter le bâtiment en question. On nous a dit que tout le monde était en sécurité. Il n'y a pas eu de soucis pour les académiciens. Rapidement, il y a eu des photos sur les réseaux sociaux. On les a vus danser dans le stationnement sur des chansons de Star Academy. Mais ça fait en sorte que les gens Ils étaient évacués. On sait-tu, est-ce qu'ils ont pu rentrer pour coucher ou ça, ils ont amenés à l'hôtel? C'est une très bonne question, mais je sais que les monteurs n'ont pas eu le temps Marianne a l'information. En fin de soirée, ils ont pu rentrer. Bon. Puis je sais qu'ils n'ont pas eu le temps de monter l'émission de 19h30 hier. Donc là, ça reprend ce soir. Parce que c'est ça, je me posais. Donc la salle de montage de la régie, c'est dans le building. Elle est en dessous, là, l'étage d'en bas, je comprends. Il y a 1001 télé, là, c'est comme à peu près 7 marches en dessous de l'Académie. Là, donc... Comme l'émission n'était pas montée, il était interdit de rentrer dans l'édifice. Il était sous ordre d'évacuation. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission. Méchante affaire. J'ai l'impression que ça va faire partie des bloopers de fin d'année. En tout cas, c'est les bloopers qu'on a diffusés hier à 19h30. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien. Canadien joue ce soir à 1h où on ne peut pas les regarder. Ben non, à 22h ce soir contre les Canucks à Vancouver. C'est intéressant de voir un peu à quel point Martin Saint-Louis a rebrassé un peu ses trios, parce que là, il y a eu du mouvement. Owen Beck qui a été retourné au Rocket de Laval. On a rappelé Joshua Roy. Joshua Roy était donc à l'aile gauche du deuxième trio. C'est Alex Newhook qui va avoir la mission d'essayer de relancer le deuxième trio. Quant à... Je vais m'exprimer. On n'a pas de deuxième trio. Ben non, on n'a pas de deuxième centre. Mais on n'a pas de deuxième trio, c'est ça l'histoire. Oui, c'est ça l'histoire. Patrick Laine, absent de l'entraînement d'hier, il a encore la grippe, Patrick Laine. La deuxième grippe de l'hiver. Oui. La dernière, 10 jours d'absence. Alors là, cas incertain pour ce soir. Martin Saint-Louis n'a pas exclu la possibilité qu'il joue. Là, on va réévaluer son état de santé. C'est Samuel Montembeault qui aura le filet ce soir. Est-ce qu'on a des extraits sonores de Satou? On est sûr là, C'est une toux creuse? C'est bizarre. Une toux sèche? Je sais pas. C'est très bizarre. Parce que tu viens de tout résumer, David.